présentation du projet de pôle culturel de Jacobin dans le cadre de l'opération Petite Ville de demain. Je vous propose que nous n'attendions pas le quart d'heure à l'expo pour commencer, de façon à ce que vous puissiez les uns et les autres être chez vous à l'heure du souper. Je souhaiterais excuser tout d'abord Jean-Marc Cavier, notre adjoint à la culture et au patrimoine, qui, c'est un peu d'actualité malheureusement encore, a été victime du Covid. Tout va bien, mais c'est une bonne crise. L'occasion pour moi de vous dire que le masque n'est pas obligatoire, mais rien ne permet de le mettre. Donc, si vous souhaitez vous en doter, bien entendu, il n'y a aucun problème. Je souhaiterais vous faire un propos introductif très court, puisque le plus important, c'est au fond la présentation du projet et derrière l'échange avec vous par rapport à ce projet pour l'enrichir et prendre en compte vos remarques et propositions. Tout ceci s'intègre dans un effort. C'est un peu à la mode, et comme tous les mots à la mode à Galvaudé, un effort de revitalisation. C'est pour nous d'ouvrir en nous disant qu'on n'a pas attendu les dispositifs de l'État pour essayer d'initier par tous nos moyens un élan pour redonner vie à notre centre-ville. En ce sens, la réouverture des halles, la rénovation de la montée de Gondal, le maintien de l'école du parc en centre-ville après l'incendie sont autant d'actions qui cherchent à conserver à ce centre-ville. C'est comme les mauvais élèves, il y a des places de devant encore. Ou sinon, il y a des chaises sur les côtés. Toute une série d'actions pour garder le centre-ville, son côté vivant, attractif. Ça fait donc 8 ans que nous travaillons à cela et on va continuer, c'est au fond au cœur du projet que nous portons avec vous et pour lequel vous nous avez mandaté. Les halles sont un succès, l'abbatiale rénovée est un succès, on a de plus en plus de visiteurs et il y a d'autres sujets au cœur de ce projet de revitalisation qui eux ont fait l'objet de, je dirais, plus de polémiques. Je veux parler des dentistes qui, à en croire les titres de M. Lafitte dans le Sud-Ouest, allaient partir de Saint-Sevé. C'était fait dans un article à charge. Je peux vous annoncer ce soir qu'il reste en centre-ville, puisque nous avons poursuivi avec eux un dialogue tout au long des derniers mois. Donc on n'a pas lâché le morceau, c'est très important. Nous conservions en centre-ville des professionnels de santé, puisque ces rendez-vous sont des prétextes à venir en centre-ville et derrière à faire vivre tous les commerces qui sont autour. Je voudrais remercier les 4 dentistes de la commune d'avoir su maintenir un dialogue constructif avec nous et nous les avons aidés à s'installer dans l'école maternelle de Sainte-Thérèse qui est à l'entrée à côté de l'Art d'Aimé et qui est un lieu que l'école ne va plus utiliser. Je voudrais aussi remercier l'OGEC et son président, Jean Cravos, qui ont été au cœur de ce dialogue fructueux. Je peux dire aujourd'hui qu'ils sont heureux, qu'ils voient dans ce lieu un lieu où ils peuvent porter un projet magnifique, pouvoir se projeter pour des années à venir, et sûrement d'ailleurs étoffer l'offre médicale sur ce lieu. Et au final, c'est un signal fort qu'on peut aussi continuer à se développer tout en restant en centre-ville. À côté de ce site, il y a toute une série de bâtiments, des préaux, des anciens locaux de technologie. Et là aussi, c'est dans le dialogue que nous avons mené avec le diocèse et avec l'évêque, qui de même seront plus utilisés par l'école et qui vont être un immense espace sur lequel la ville va pouvoir construire dans les mois à venir un grand parking de 100 places de stationnement public complémentaires. Parce que je n'oublie pas que si on veut revitaliser, il faut aussi que vous puissiez trouver, lorsque vous venez des environs, de quoi vous garer au plus près des commerces, et que c'est un enjeu important. Alors, dans cette logique de halles réouvertes, d'abbatiale de visiter, de stationnement supplémentaire au pied
semble qu'il y a un autre levier qu'il faut activer, qui est celui des équipements culturels, de façon à ce qu'ils restent en cœur de ville pour participer à la dynamique de notre cité. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre, je mets les pieds dans le plat de suite, qu'on puisse envisager d'imaginer une médiathèque dans une jachère, entre un garage et une station-service, dans un lieu régulièrement inondé, en périphérie de la cité. Faire de la politique, c'est anticiper les évolutions de demain. C'est aussi chercher les meilleures orientations pour que nos administrés aient une vie fonctionnelle. Pour imaginer le Saint-Sevé de demain, il nous faut passer notre temps à regarder, non pas son nombril, mais commencer à bien connaître sa ville. Ça veut dire quoi, bien connaître sa ville? Ça veut dire, pour satisfaire ses administrés, leur donner la parole, et pas simplement leur donner la parole, mais les écouter ensuite. Et je crois que c'est l'essence même des élus, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir avec vous. Dans ce travail de dialogue avec vous, on a la chance de pouvoir bénéficier de l'appui de consultants qui peuvent nous ouvrir les yeux sur certaines choses, qui peuvent nous apporter une expertise extérieure, un regard nouveau, et c'est tout l'objet du comité Petite Ville de demain. L'État, le département, la région, la communauté des communes et la ville de Saint-Sevé sont signataires de cette convention Petite Ville de demain qui a été signée en mai 2021. Dans ce projet de revitalisation, il a été demandé à ces consultants de travailler sur les Jacobins, avec en particulier le projet de salle de spectacle sur lequel nous nous étions engagés lors de la dernière élection municipale, et également d'étudier quel est le lieu en centre-ville à Saint-Sevé qui est le plus adapté pour y installer la médiathèque intercommunale qui devait rester en périphérie le temps des travaux et qui y est maintenant depuis 7 ans. Or, nous avons été surpris en fin d'année dernière, alors que la communauté des communes s'est engagée par écrit avec l'État dans la convention Petite Ville de demain à rapatrier la médiathèque dans l'hypercentre, de voir sortir le chapeau sans même que nous, élus de Saint-Sevé, n'ait été consultés, sans même que la commission de culture de la communauté des communes soit réunie, la proposition d'acheter un terrain en périphérie, avenue du Tursan, pour envisager d'y construire une médiathèque. Être une petite ville de demain, c'est interdire que les commerces et les services publics s'installent en dehors du centre-ville. Pour le moment, et c'est pour ça aussi qu'on vous réunit ce soir, rien n'est fait. À ce jour, le terrain n'est toujours pas acheté, aucun architecte n'est mandaté pour travailler sur le projet, nous n'avons pas de plan et les chiffrages qui ont été annoncés sont fantaisistes. C'est donc le moment, mesdames et messieurs, de vous mobiliser, parce que je pense que nous avons la possibilité ici, aux Jacobins, de porter un vrai projet de transformation qui serait un véritable poumon pour notre cœur de ville. Et au-delà, un poumon culturel qui pourrait servir tous les habitants des environs. Le cabinet avec et Créal seront là ce soir. C'est eux qui ont élaboré ce projet. C'est eux qui l'ont présenté aux différents services de l'État, ainsi qu'à la communauté de communes et à l'Office du tourisme Nonchalos ces dernières semaines. Et il nous semblait, avant que nous puissions les uns et les autres aller plus loin, nécessaire de vous le présenter à vous, habitants de Saint-Sevé et des environs. Votre présence nombreuse ce soir montre votre attachement à ces Jacobins, qui sont le lieu auquel les Saint-Sévérins sont particulièrement attachés. C'est ici qu'on se marie, c'est ici qu'on y vit les grands moments de l'année, ce soir Varietas Florum qui aura lieu dans 8 jours, Expo artisanal, c'est le lieu des repas de famille, des spectacles. Ce lieu polyvalent est avec la Nouvelle le lieu le plus utilisé des habitants de l'ex-Cap de Gascogne. C'est donc un chantier, un lieu qui sera sûrement le lieu stratégique dans ce projet de revitalisation. Et donc, avant de pouvoir aller plus loin avec nos partenaires, il nous semblait nécessaire d'engager le dialogue avec vous, de vous présenter ce projet. Ça prendra une vingtaine de minutes. Vont y participer en visio M. Béguet du cabinet Créal, qui est un cabinet d'urbanistes bordelais, ainsi que Mme Lorenz du cabinet ALEC.
sachant que le cabinet avait représenté ici, à notre gauche, par Madame Dumont, qui a participé au cabinet avec Madame Lorenz à toute cette réflexion, puisqu'ils ont une compétence et une expertise en matière d'équipement culturel et de monuments historiques, mais ils se présenteront plus longuement. Tout cela est donc le fruit, je dirais, de presque 6 mois de travail de leur part, puisque leur travail a commencé au mois de septembre, et qu'il fallait toute une série d'études approfondies avant de pouvoir le présenter ce soir. Je ne serai pas plus long. La seule chose pour moi qui me paraît nécessaire d'être rajoutée, c'est qu'une fois cette présentation, nous aurons la possibilité de dialoguer avec vous, de répondre à toutes ces questions et de prendre en compte vos propositions de façon à améliorer ce projet et pouvoir vous donner tous les détails qui sont nécessaires. Je crois que la première personne qui va s'exprimer, c'est M. Béguet, et qui est en visio. Est-ce que vous nous entendez, M. Béguet? Je vous entends très bien, M. le maire. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Pardon, excusez-moi, je n'entendais pas de retour. Donc, en 2 mots, je m'appelle Philippe Béguet, donc je suis architecte urbaniste au cabinet Créan, qui est en charge, avec le groupement qui est composé notamment du cabinet ADEC, de l'étude de revitalisation du centre-ville de Saint-Sevé. Je crois qu'on peut passer la première diapo rapidement, puisque l'objectif c'est de donner la parole aussi aux habitants de Saint-Sevé. Donc c'est juste cette première diapo pour vous resituer la démarche de notre étude et des propositions qui vont suivre. La revitalisation d'un centre-ville, ça signifie qu'il faut ramener dans le centre de la commune beaucoup de choses qui ont disparu depuis de nombreuses années. Et qui concerne évidemment le logement, les commerces, les emplois, le tourisme, les équipements publics également. Et puis ce qui fait aussi l'originalité de Saint-Sevé, c'est son patrimoine et son image qu'elle dégage à l'échelle des langues, puisque même la mairie a fait de cette qualité le slogan la cité historique des langues. Donc évidemment, travailler sur la revitalisation du centre-ville, ça veut dire arriver à faire converger un petit peu toutes les initiatives possibles pour servir ce projet, qui est un projet ambitieux mais qui est très complexe à porter parce que tout porte plutôt à se disperser. Donc l'idée c'est de redynamiser le centre-ville du point de vue du commerce, effectivement, des services, de créer des lieux de convivialité, notamment par l'intermédiaire de l'aménagement des rues et des espaces publics, donc retravailler la qualité des trottoirs, des sols, revégétaliser un petit peu comme vous avez pu le voir sur la rue du Touron, qui est un peu le projet témoin de ce qui pourrait se développer à l'échelle du centre-ville. Et puis, évidemment, c'est réinvestir des lieux stratégiques qui sont sous-occupés, qui sont très nombreux, très importants sur Saint-Sevé, puisqu'on a à peu près, on a estimé qu'il y avait plus de 25 000 m² de bâtiments qui étaient inoccupés, et en particulier, parmi tous ces bâtiments, plus de 2000 m² de Jacobins, utilisés ou sous-occupés aujourd'hui, puisque essentiellement par la halle de Jacquet et par le musée. Donc l'idée c'est de réinvestir ces lieux-là, faire en sorte qu'on puisse retrouver les habitants un peu plus nombreux dans le centre-ville et trouver évidemment des activités commerciales qui vont avec. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà. Alors juste un petit schéma pour essayer de dire un petit peu comment on envisage les choses du point de vue de l'aménagement des espaces. Ce schéma, j'espère qu'il est quand même lisible. Vous voyez apparaître sur ce plan l'idée d'accrocher un petit peu la perception du centre-ville qui est relativement faible quand on circule sur la rue Saint-Ex et la rue Belloc, l'ancienne route départementale. Donc avec les accroches que soit aujourd'hui la place du Cap de Pouille avec ses commerces en bas de la rue Lafayette, et puis à l'opposé le site des Jacobins, la place de la République. Et l'idée c'est d'avoir un circuit relativement court entre ces deux espaces qui relie
l'essentiel de ce qui fait l'intérêt du centre-ville de Saint-Sever, à la fois ses commerces, ses places, son patrimoine avec l'abbatiale, la belle place de Verdun, et puis d'autres projets qui pourront voir le jour et qui font l'intérêt du centre. L'idée, c'est de faire en sorte que petit à petit, on crée un circuit relativement court, marchand, donc commercial, commerçant, et marchand au sens de la semi-piétonisation. L'idée, c'est de favoriser un changement d'image et de comportement dans le centre-ville, en faisant en sorte que les piétons soient plus agréablement accueillis dans un espace plus attenant dans le centre-ville. Donc l'idée, c'est un peu ça, résumé sur ce schéma, d'unir ces différentes parties et en donnant un rôle très important, stratégique aux Jacobins pour tout le potentiel que ça représente, à la fois dans la tête de tous les Saint-Séverins et puis dans les capacités qu'a cet espace à pouvoir accueillir un certain nombre de choses, mais qui vont être développées par mes collègues de la société qui vont suivre. Donc je leur donne la parole. Merci. Merci Philippe. Donc effectivement, on parle à plusieurs voix ce soir parce que ce projet, c'est le résultat d'une réflexion de différentes disciplines. L'urbanisme et pour notre part, l'ingénierie culturelle, le patrimoine et la programmation architecturale. L'idée d'un pôle culturel au Jacobin, comment c'est arrivé? C'est en réalité le fruit d'un constat qu'on a eu avant même de pénétrer dans le bâtiment des Jacobins. C'est le positionnement stratégique de ce bâtiment qui est aux portes du centre-ville et qui est, quand on est sur la rue du Belloc, une véritable aspiration à pénétrer dans le centre-ville. C'est également un bâtiment patrimonial qu'on a pu apprécier depuis cette route, mais qu'on a vraiment réalisé en pénétrant dans ce bâtiment et en réalisant le nombre de détails architecturaux, de fresques qui y sont présentes. Et on a été vraiment impressionnés par la valeur de ce bâtiment qui est classé monument historique. Ensuite, c'est un bâtiment repère que tout le monde connaît, où, vous l'avez dit, monsieur le maire, la population se marie, est allée à l'école. Il y a eu de nombreux usages dans ce bâtiment et tous les habitants ont une affection particulière pour ce bâtiment. Et on a aimé aussi sa vocation polyvalente. Ce bâtiment qui abrite des manifestations et qui est un bâtiment clairement Saint-Séverin. Ce bâtiment, il a également la particularité d'offrir énormément de surface et de volume disponible. Donc, il accueille actuellement le musée, mais on a encore beaucoup d'espace et de volume qui sont aujourd'hui inoccupés. Et enfin, le dernier constat que nous avons fait, c'est que tout autour de ce bâtiment, on a la possibilité de créer des accroches avec les espaces publics du centre-ville qui nous ont paru vraiment très intéressants. Ces constats, on les a confrontés à des opportunités. Ces opportunités, on les a révélées en menant des entretiens, notamment avec l'Office du tourisme, avec les associations, avec la conservatrice du musée, avec les personnes qui gèrent actuellement la médiathèque. Et donc, nous avons réalisé qu'il y avait des pratiques et à conforter à des pratiques qui existent et qui nécessitaient d'être confortées. Notamment ce musée, qui est un musée, vous avez pu le constater, vous le verrez vendredi, qui est en pleine croissance, en plein déploiement, qui a une collection très intéressante qui a l'histoire de la ville, mais plus largement du territoire. On a la possibilité ici de venir lui donner une véritable entrée, davantage d'accessibilité. On a la possibilité ici de qualifier donc ce que aujourd'hui vous utilisez dans l'église comme un véritable lieu de diffusion culturelle. On a un autre élément qui nous est paru très important, c'est la présence de la halte jacquère dans ce bâtiment. Puisqu'actuellement, elle est utilisée, mais
c'est un espace qui n'est pas très chaleureux, qui ne reflète pas toute l'ambition que pourrait avoir une ville comme Saint-Sevé positionnée sur un itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle. On pense que c'est vraiment un tourisme qu'il faut capter, des touristes qu'il faut capter, qui ont tout leur intérêt à ne pas faire que traverser la ville de Saint-Sevé. Et donc, une des ambitions de ce projet, c'est également de valoriser, de requalifier cette halte de la terre. Enfin, on a constaté que l'Office de tourisme ne réussissait pas à jouer réellement son rôle d'accroche et qu'on a proposé de relocaliser l'Office de tourisme également dans l'ensemble de ces bâtiments, ainsi que le projet de future médiathèque. Donc le grand intérêt, comme je vous le disais, c'est ce bâtiment qui bénéficie d'un socle constitué de la place de la République, de la rue Armand Marrast et de la rue Antonin Cloche. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche sur le bâtiment en lien avec ce socle, avec cet espace public, de créer depuis la rue de Belloc un aménagement qui permette un ralentissement et une réelle entrée sur la ville. C'est aussi un peu symbolique. On rentre par la ville par un ancien couvent. Ça donne aussi le ton à cette ville patrimoniale marquée par la présence de différents bâtiments conventuels. Donc les Jacobins et bien sûr l'abbatiale. Voilà ce que je viens d'amorcer, la vocation cultuelle de ce bâtiment des Jacobins. Là, vous pouvez en voir une gravure du 19e siècle. Donc, ce bâtiment qui était fermé et sacré, l'idée de ce projet, c'est d'accentuer ce phénomène qui a été amorcé à la Révolution. On a fait tomber les murs d'enceinte. C'est de l'ouvrir à la population et de bénéficier de la place de la République comme d'une véritable accroche. Philippe, je te laisse la parole pour commenter cette diapo. Oui, tout à fait, merci. Évidemment, dans le cadre du projet global, on l'a vu, le positionnement des Jacobins est un positionnement très particulier, stratégique par rapport à l'entrée dans le centre-ville de Saint-Sevé. Donc il faut faire en sorte d'arriver à trouver des solutions pour changer la perception de ce site par rapport à ce que l'on perçoit depuis l'ancienne départementale. Donc il y a un travail qui est proposé de changer complètement l'affectation des espaces alentours pour essayer de créer un parvis qui deviendrait une entrée principale du site des Jacobins sur la rue Belloc. Donc c'est un changement fondamental parce que ça veut dire que ce qui est aujourd'hui perçu comme un arrière deviendrait la façade principale sur le lieu de passage principal qui est la rue Belloc. Et donc ça veut dire qu'il y a des changements assez importants en termes d'organisation de la circulation et notamment du stationnement. D'où des propositions de réorganisation de ce stationnement sur les abords, notamment sur la partie sud, et la compensation des quelques places supprimées, soit sur l'aménagement de la rue Belloc et Saint-Ex, soit sur le site de l'école Sainte-Thérèse, avec cette possibilité de créer une centaine de places. Donc c'est la diapositive suivante qui va illustrer mes propos. Donc là, vous avez sur cette diapositive le site de l'école Sainte-Thérèse, avec à gauche, la partie gauche, c'est les Jacobins actuels, avec la rue Belloc. Vous avez une partie sur le côté, vous reconnaissez aussi le siège de la communauté de communes, donc qui est juste en face des Jacobins, entre les Jacobins et le site de Sainte-Thérèse. Donc l'idée ici, ça a été, M. le maire
exprimé tout à l'heure, c'est de négocier une acquisition foncière sur une partie de l'école, sur la partie école maternelle, notamment, avec la possibilité de créer des écoles de stationnement à cet endroit-là, entre autres. Voilà. Ce schéma qui dit l'implantation du cabinet dentaire à côté du restaurant d'Ardennais, et puis tout le reste de l'espace qui serait récupéré dans cette acquisition, qui permettrait d'avoir l'aménagement de parking et les aménagements paysagers jusqu'à l'entrée du Carmel et sur la partie droite de l'ensemble. Avec une image qui peut essayer d'illustrer un petit peu ce qui pourrait être fait sous la forme en reprenant la vocation, de l'aspect historique qu'avait l'allée du Carmel autrefois avec un double alignement d'arbres et intégrer là-dedans l'ensemble des bancs de stationnement. Je repasse la parole à Marie. Donc, sur ce nouveau schéma, vous pouvez voir les numéros constituent les différents espaces sur lesquels nous proposons de venir travailler. Donc chaque espace, par exemple, on commence par le 1, donc on est rue du Belloc. C'est vraiment ce que Philippe vient de dire, c'est qu'on crée un aménagement qui vient proposer une rupture sur la rue du Belloc et initier l'ouverture vers l'ensemble de l'espace public, qui est le numéro 2, la place de la République, qui actuellement est traité comme un parking. Et effectivement, ça donne un sentiment vraiment d'être à l'arrière du bâtiment. Donc l'idée, c'est vraiment d'opérer une ouverture de cette façade sur l'espace public qui vient être composée pour créer un véritable parvis et qui pourra accueillir du stationnement, mais qui ne sera pas uniquement traité comme un parking. Là, il est encore trop tôt pour faire des propositions plus précises, mais on pourrait imaginer avoir un espace qui vient vraiment valoriser la façade du couvent. Cette façade sera d'autant plus intéressante que il est question de restituer la chair du lecteur qui se trouvait exactement dans la pièce où nous sommes. Donc ça, c'est un élément très important, puisqu'on profiterait aussi de ce projet pour redonner sa grandeur à cette façade et à l'ensemble du bâtiment des Jacobins. Voilà, très bien. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc rue Armand Marrast, la question se pose de créer une extension à l'église qui permettrait d'accueillir, on le verra après, une partie un bâtiment qui servirait à la salle de diffusion culturelle, donc qui permettrait d'avoir un accès logistique par la rue Armand Marrast, mais qui sera traité comme un espace piétonnier, une rue apaisée, éventuellement piétonnière selon les besoins, et qui pourra aussi être potentiellement stationnée. La rue du Général Lamarck, qui est déjà requalifiée, pourra venir verra restituer un muret qui était une limite originale du bâtiment des Jacobins, qu'on voit ici en rose, et proposer un aménagement paysager plus végétalisé sur cette façade-là. Enfin, la rue Antonin-Cloche permettra de créer une liaison et aura à nouveau son parvis pour accueillir les équipements qui sont projetés dans les Jacobins. Le cloître, qui est quand même un espace très intéressant de ce bâtiment, sera en fait dévoilé par le traitement de l'ensemble de ces espaces publics et par la multiplication des accès aussi. On va le voir davantage sur les diapositives suivantes. Donc là, on vous a mis quelques références. Alors, certaines sont minérales, d'autres végétales. Je vous l'ai dit, il est encore un petit peu trop tôt pour que vraiment on puisse se positionner sur un parti pris au niveau de l'aménagement.
En revanche, ce qu'on souhaitait vraiment vous montrer, c'est la possibilité de revaloriser un bâtiment tel que une façade d'un bâtiment tel que les Jacobins par un traitement qui va jusqu'au pied de ce bâtiment. Et ça nous semble vraiment intéressant de poursuivre ce travail, cette réflexion. Donc la volonté d'installer un pôle culturel dans les Jacobins, ça passe d'abord par une réhabilitation patrimoniale de l'ensemble de ce couvent. Donc je vous l'ai dit en introduction, c'est un bâtiment qui est marqué par, qui est classé et en partie inscrit au monument historique, qui nécessitera assez rapidement une mise hors d'eau pour assurer sa pérennité et éviter que des dommages trop lourds soient occasionnés. La volonté, c'est vraiment de valoriser cet ensemble bâti comme un ensemble et de ne pas avoir des opérations au coup par coup, de pouvoir traiter tout le bâtiment dans son ensemble avec une logique vraiment patrimoniale de mise en valeur des détails architecturaux que vous voyez sur cette diapositive, mais que vous voyez également de vos yeux dans cette salle. Et donc l'escalier qui mène à la chaire du lecteur qui est encore en place et de nombreux éléments constitutifs de cette chaire ont été retrouvés notamment par le travail des archéologues de la ville et donc pourraient être restitués. Ok. Donc si vous vous demandez où est localisé l'escalier qui mène à la chaire du lecteur, vous pourrez aller la voir en sortant de la salle, c'est le trou dans le mur. Il y a un petit encadrement en pierre qui donne accès à l'escalier intérieur et vous voyez dans ce trou avec cette baie vitrée moderne derrière le neutre. Vous voyez sur la gauche des pierres taillées gothiques. En fait, les jeunes, le docteur Dubeda ont fouillé le mur dans les années 70, ont retrouvé l'ensemble des pièces, mais à peu près plus de la moitié des pierres d'origine qui nous permettraient de reconstituer cette chaire de lecteur qui aurait sur la façade extérieure une forme de tour qui émergerait dans la façade pour redonner le caractère médiéval à ce lieu. Et vous avez la clé de voûte qui est là. Merci pour ces précisions. Voici en schéma ce que pourrait donner l'organisation du bâtiment avec l'installation des différentes fonctionnalités qu'on a évoquées. Donc le musée d'art et d'histoire qui resterait à son emplacement actuel mais qui bénéficierait d'une entrée, oui, je vais peut-être commencer par là. En jaune, l'idée c'est de proposer une traversée de ce bâtiment qui soit publique et qui permette de faire vraiment le lien entre l'entrée de ville et le centre-ville. Autour de cet accueil commun se développerait l'ensemble des équipements. Et cet accueil commun serait également un premier aperçu de cet ensemble architectural. Ce serait une promenade architecturale qui serait proposée aux habitants, aux touristes, qui se rendent à Saint-Sever. Donc au premier étage, comme je le disais, le musée d'art et d'histoire que vous connaissez sans doute resterait en place. Dans l'église et éventuellement en extension de l'église serait implanté un espace de diffusion culturelle. Tous ces espaces, on vous les montrera un petit peu plus en détail après avec des petits exemples de référence pour que ça puisse davantage vous parler. En vert serait implantée la médiathèque qui occuperait à l'étage 2 ailes du bâtiment. Au rez-de-chaussée, en bleu, serait revalorisée et étendue la jacquère. Et en rose, on conserverait l'idée d'un espace polyvalent qui pourrait être le théâtre de différents usages. En orange, donc on propose l'installation de l'office de tourisme intercommunal. Et ce que vous voyez en vert et marron rayé, ce seraient des espaces de médiation
qui pourrait être commun au musée et à la médiathèque. L'idée, c'est vraiment que toutes ces entités puissent dialoguer, communiquer avec le cloître comme espace de rencontre et l'accueil commun, un lieu où voilà, on emmène ses enfants à la médiathèque, à une activité au musée, on va voir un concert. Si on est touriste, on peut à la fois bénéficier de cet accueil au sein de l'office de tourisme, mais également séjourner dans la halte Jacquère. Et l'idée, c'est que ce bâtiment soit un espace vivant où on puisse continuer à projeter des événements locaux, par contre, et aussi avoir davantage de diffusion sur le territoire. Donc là, ce petit schéma reprend cette idée de galerie traversante qui vient créer la promenade architecturale sur le bâtiment et la mise en commun et de ces différents espaces publics. Donc le parvis principal qui est vraiment l'entrée de ville, le cloître et les différents parvis qui sont liés aux équipements, donc le parvis de la halte Jacquère ou de l'office de tourisme. On va voir qu'il y a différents scénarios dans notre proposition. Donc de la même manière, le parvis de la halte Jacquère ou de l'office de tourisme côté général Lamarck, et le parvis de diffusion culturelle qui serait lié à l'église et à son extension. Donc ce premier espace, justement, la salle de diffusion culturelle, là vous avez un exemple à Rennes et en Suisse. Donc le premier exemple sont les 2 diapositives en haut. C'est un espace complètement modulable qui prend place dans un espace très très similaire à l'église des Jacobins et donc qui permet par un système de gradins rétractables d'offrir différentes dispositions. Donc de conférences ou de concerts, on peut passer à espace d'exposition, voire là c'est une petite foire expo qui prennent tous lieu dans cette église. En revanche, programmer un espace de diffusion culturelle, ça demande des espaces annexes qui, dans cette proposition, ont été placés en extension du bâtiment. C'est ce que nous voyons dans la rue Armand Marras depuis le début et qui prendrait place en continuité de l'église avec un traitement architectural adapté. Là, vous avez un petit aperçu de ce que pourrait donner un soir de concert la galerie traversante qui pourrait être vitrée et donnée sur le cloître. Donc cet espace de circulation qui peut aussi faire office de foyer, d'offrir une continuité à l'église, toujours avec une idée de créer des espaces de rencontre et d'échange. L'objectif de cette première intervention, c'est vraiment de valoriser les volumes et l'architecture de l'église, de proposer à Saint-Sevé un espace de diffusion culturelle qui permettent d'accueillir des concerts, des spectacles de théâtre, des séminaires, avec une capacité de 400 à 500 personnes. Proposer un aménagement qualitatif avec un confort acoustique, thermique et d'usage. Si vous avez déjà assisté à un mariage à Saint-Sevé, vous avez déjà pu constater que le confort thermique de l'église n'était pas tout à fait optimal. Et bien sûr une modularité en termes de jauge. Comme nous l'avons vu, on peut être en public assis ou en public debout. Dans les espaces annexes, donc dans les extensions, seraient implantées les loges, installer les loges, les locaux techniques et un office traiteur. Et bien sûr, ce bâtiment ne pourra pas fonctionner sans une programmation culturelle de qualité à rayonnement territorial. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de diffuser sur l'ensemble du territoire ce nouveau bâtiment, ce nouveau pôle culturel. Et donc là, on serait sur une surface utile de 724 m², inclus l'extension de 240 m². Donc nous l'avons vu, le musée reste en place. Il dispose donc d'un accès. Aujourd'hui, il est un petit peu difficile de comprendre comment on chemine jusqu'au musée. Donc tout ça, l'idée, c'est vraiment de faciliter la lecture de cet espace, d'inviter les gens à y aller.
Actuellement, on est obligé d'emprunter un escalier, donc là, on a un ascenseur qui permettrait d'accéder au musée. Ce qui nous semble très important, c'est vraiment de valoriser ce musée comme un élément indispensable de la visite de la ville, incontournable. Actuellement, on sent qu'il a du mal à jouer ce rôle, et c'est en partie grâce à l'aménagement qu'on pourra vraiment lui donner une véritable vitrine. Donc on continue avec la médiathèque. Donc là, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une médiathèque en centre-ville, mais sur un espace qui est accessible, avec des stationnements à proximité, en lien avec les équipements scolaires. Donc là, on vient vraiment optimiser l'installation de cette médiathèque en lui proposant deux ailes entières et avec des volumes architecturaux très intéressants. Donc je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment, mais on est sur les anciens dortoirs de l'aile sud qui, oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus de cette aile et au-dessus de l'aile du petit réfectoire. Donc on a vraiment la possibilité d'utiliser l'architecture pour créer des espaces intéressants et utiles au déploiement d'une médiathèque. La grande particularité d'une médiathèque, c'est de travailler sur les livres. Et il s'avère que le musée de Saint-Sauvé, son point d'orgue, c'est un livre que vous connaissez sûrement, le Beatus. Et on trouvait que c'était quand même une très belle idée de mettre en lien les trois, et d'avoir vraiment une réflexion et un échange autour de cet ouvrage, et de pouvoir proposer des ateliers thématiques dans les espaces de médiation en lien avec ces deux équipements sur le même site. Là, on serait sur une surface utile de 829 mètres carrés. Donc là, nous abordons l'espace de la salle capitulaire, donc l'espace où nous nous trouvons. Il est important d'intervenir sur ces espaces, notamment pour protéger le patrimoine en place et d'envisager de reconstituer la chaire du lecteur. C'est vraiment un acte fort. Il y a tout un travail qui a déjà été amorcé sur cette possibilité. C'est vraiment, ce serait vraiment intéressant d'ouvrir aux Jacobins la restitution de cette chaire du lecteur. Et il paraissait tout à fait judicieux de continuer à proposer un lieu qui puisse être approprié par les habitants, et donc de proposer des espaces en capacité d'accueillir des réunions, des réceptions, avec à nouveau un confort thermique et acoustique optimal, et de proposer un office traiteur remis aux normes actuelles pour pouvoir proposer ce type d'événement. Voilà, donc là on est entre 433 mètres carrés et 317 selon les scénarios, ce qui nous donne à peu près des jauges de 230 couverts en moyenne. La volonté d'intégrer l'office de tourisme et comme pour le musée, cette volonté d'intégrer de fait le passage à l'office de tourisme dans la promenade de la ville. Donc là, on est vraiment sur l'entrée de ville, on vient capter les visiteurs et on mutualiserait au sein de cet office de tourisme différentes fonctions d'accueil, notamment du pôle culturel et éventuellement une boutique. Là, vous avez également la référence du couvent des Jacobins, où a été également intégré cet espace d'office de tourisme. Et il serait également envisageable d'y associer un petit SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine,
qui pourrait mettre en valeur le patrimoine de Saint-Sevé, mais pas que, vraiment ouvrir à la mise en valeur du patrimoine et du paysage local. Et là, on est sur une surface entre 200 et 250 mètres carrés, la volonté de revaloriser la halte Jacquère, donc ce dont on parlait tout à l'heure, nous a paru très importante. Actuellement, les pèlerins qui passent une nuit au Jacobin, ils pourraient être partout ailleurs. Nous, on avait dans l'idée de leur proposer une vraie expérience de couvent. On se dit que c'est quand même dans une certaine logique par rapport à leur marche, à leur parcours de pèlerin, et que le bâtiment s'y prête extrêmement bien. Donc on vient requalifier l'aile qui est derrière vous, au rez-de-chaussée cette fois, et en proposant, pourquoi pas, une ouverture sur le cloître. Donc on se dit que ça peut être aussi l'occasion d'être dans l'échange, dans la rencontre, au niveau du cloître. C'est la référence que vous avez en bas à gauche qui illustre cette ambition. Et le fait d'avoir l'office de tourisme à côté est aussi un grand atout pour cet espace, parce que c'est l'office du tourisme qui pourra éventuellement gérer cet espace, accueillir les touristes, leur donner les clés des Jacobins. Donc là, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est un premier scénario d'implantation des équipements sur le bâtiment. Donc c'est la vue en plan de ce qu'on a vu tout à l'heure en perspective. Donc vous retrouvez les différents espaces, l'espace de diffusion culturelle en rose, la galerie traversante, la promenade architecturale en jaune, l'office de tourisme, éventuellement le SIAP en orange, la halte Jacquère en bleu clair, et cet espace polyvalent dans lequel nous nous situons en rose. Au premier étage viendraient s'articuler les espaces de médiation à disposition du musée et de la médiathèque, ainsi que les réserves, où pourraient aussi s'articuler les fonctions administratives de la médiathèque. Et puis tout en haut, avec vue sur le cloître, le musée et la médiathèque sur ces deux ailes. Là, on a vraiment essayé de travailler en ayant en tête l'accessibilité de l'ensemble de ce bâtiment, qui est un défi en soi avec le nombre d'équipements, et on est arrivé à assurer cette accessibilité en ne positionnant que 2 ascenseurs. Voilà. Et donc là, vous avez un deuxième scénario qui est à peu près le même. La différence, c'est qu'on vient positionner des réserves du musée au rez-de-chaussée, dans les anciens bains-douches, et qu'on inverse la présence de l'office de tourisme et la halte Jacquère. L'office de tourisme vient développer davantage sur la place de la République. On fait une véritable accroche avec cet espace public. Voilà. Donc là, on vous a remis les grandes intentions de notre proposition, avec les différents espaces positionnés sur la perspective, et pour rappel, les différents espaces publics qui entrent en dialogue autour et dans ce bâtiment. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces applaudissements. Je crois qu'on peut remercier le cabinet qui a cherché au maximum à travailler tous les éléments complexes de ce lieu. Les liaisons entre le premier étage et le rez-de-chaussée, la mise en cohérence avec la proximité des différentes affectations, de façon à ce qu'il y ait une synergie d'ensemble qui permettrait d'avoir là un lieu de vie, un lieu à vivre pour Saint-Sevé et pour tous les habitants des alentours qui pourraient avoir envie de venir chercher un livre, consommer Saint-Sevé en allant vivre ici des spectacles et toutes les propositions culturelles qui pourraient voir le jour dans ce lieu.
Y a-t-il des questions? Alors, il y a un micro qui va passer. Oui, bonjour, Gérard Ronquier. Mon projet, je ne parle pas du financement, mais peut-être vous allez en dire un mot. Je trouve personnellement que ramener l'office du tourisme ici, c'est-à-dire tout concentrer dans un endroit, ça va limiter comment dire, le fait que les touristes flânent dans la ville. C'est-à-dire qu'ils vont, les touristes, quand ils arrivent, ils vont à l'office du tourisme, et en fait ils flâneront pour venir ici, et ça permettrait donc d'avoir un centre-ville plus animé, et peut-être des arrêts des touristes dans les commerces. Je laisserai le cabinet compléter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Un touriste qui vient à Saint-Sevé visite l'abbatiale. C'est le lieu phare, c'est le lieu le plus connu, c'est ce que vous avez mis en avant dans les guides touristiques. On a deux problèmes par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes ne passent pas à l'office du tourisme. Ils rentrent dans l'abbatiale, ils sortent dans le club de la mairie, après ils déambulent un peu, mais souvent ils ne passent pas dans l'office du tourisme là où il est aujourd'hui. Ils sont un peu à l'écart quelque part. Et deux, sauf ceux qui sont passés à l'office du tourisme, naturellement, ils ne vont pas jusqu'au Jacobin pour monter au musée qui est au premier étage, parce que tout ça est un peu caché, entre guillemets, ou connu que des locaux principalement. Là, en organisant, comme tu le disais, l'accueil touristique, l'accroche ici dans les Jacobins, ça permettrait que le touriste qui va de toute façon aller voir l'abbatiale, puisqu'il est venu à Saint-Sevé généralement pour ça, soit obligé de traverser la ville, dont les rues commerçantes principales, la rue Lamarck, la place de Verdun, la rue des Arceaux. Et donc le but est d'essayer de booster cette fréquentation touristique et que les gens, s'ils ont deux lieux de visite, c'est-à-dire s'ils visitent et les Jacobins et l'abbatiale, qui restent pour déjeuner le midi ou qui restent le soir pour dîner, et bref, qui consomment encore plus, ça serait qu'ils le font aujourd'hui. L'autre difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsqu'un pèlerin, je sais qu'il y a des bénévoles qui œuvrent à la promotion des pèlerins de Saint-Jacques, qui sont bénévoles à la Jacquère ici. Quand un pèlerin arrive, il faut qu'il aille jusqu'à l'office du tourisme chercher la clé ou le code pour pouvoir rentrer à la Jacquère. Ça pose des fois des problèmes d'horaire, des problèmes d'organisation. Le fait d'avoir l'Alte Jacquère et l'office du tourisme côte à côte simplifierait ça. Et on sait que les offices du tourisme de plus en plus sont des lieux de commercialisation. Le fait d'avoir la salle de spectacle à côté ferait que l'office du tourisme, qui est celui qui doit vendre les prestations de spectacle, pourrait encore plus aisément les vendre et donc développer son chiffre d'affaires et donc participer à la prise en charge de ses coûts de fonctionnement. C'est l'architecte qui a fait les Jacobins de Rennes est un Saint-Severin. En fait, c'est celui, le propriétaire actuel de la maison avec la tour contre l'hôtel de Bourriand, contre l'hôpital, et qui donc connaît bien les Jacobins. Il me disait que le poste d'office du tourisme qu'il y a dans les Jacobins de Rennes est plus fréquenté que l'office du tourisme officiel qui est lui dans la ville. Parce qu'en fait, il y a tellement de flux à travers tout ce qui se fait dans les Jacobins que quelqu'un qui est venu pour un spectacle, s'il voit que l'office du tourisme est ouvert, va aller faire un saut et peut découvrir des réalités qu'il ne connaissait pas du territoire. Puisque le but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent dans l'office du tourisme pour que là, l'information renvoie vers les réalités moins connues, Maïnus, les Ferrogras, ainsi de suite. Bref, et génère du flux sur l'ensemble de notre territoire. Juste pour compléter, la réflexion que nous avons menée, elle est à plus large échelle que sur les Jacobins. On n'en a pas beaucoup parlé dans le document, mais nous avons aussi mené une réflexion sur les circuits dans la ville, notamment touristiques, et notre cabinet a fait des propositions dans ce sens. L'idée, ce n'est vraiment pas de guider le centre-ville, bien au contraire, c'est vraiment de créer une vitrine et
et de donner la possibilité, les outils pour aller voir le lac. Les chiffres sont là, les gens viennent vraiment principalement pour l'abbatiale, donc ils n'ont vraiment pas besoin de nous pour aller la trouver. Et quand on est à l'abbatiale, on a vraiment un beau regard sur l'ensemble du centre-ville, ses commerces. Et nous pensons avec cette proposition que nous devrions de renforcer le positionnement de l'Office de tourisme à cet effet et non pas priver le centre-ville de ses touristes. C'est vraiment pas l'objectif. Oui, bonjour, monsieur Luc Clément. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez présenté un vaste et formidable projet. Je voudrais savoir comment vont être subventionnés cet ensemble, étant donné qu'une partie de vos ressources vont disparaître en 2023 avec la taxe d'habitation. Merci. Ce projet a été chiffré. L'ensemble du projet coûte 7 millions d'euros. C'est un projet d'ampleur. Grosso modo, sur la dernière mandature, on a investi 12 millions d'euros, principalement sur l'abbatiale, 3,8 millions, l'école du parc, 2,4 millions, les halles, à peu près 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est à la fois l'école du parc, les halles et l'abbatiale réunie. Donc ça ne se fera pas en un seul jour. C'est quelque chose qui se fera sur plusieurs années. L'intérêt qu'on y voit, nous, c'est qu'en ayant un projet global d'ensemble, c'est que le puzzle se compose petit à petit avec cohérence. Qu'on ne fasse pas du coup par coup. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que effectivement, on n'a plus la taxe d'habitation, mais on a récupéré une partie de la taxe foncière bâtie du département. L'un dans l'autre, grosso modo, ça se compense à peu près. Je ne dis pas que les choses sont parfaites, mais on a d'autres soucis, hein, l'inflation, des charges qui ont énormément augmenté cette année, mais on n'a pas totalement perdu une autonomie commune à pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est intéressant avec Petite Ville de demain, qui est un dispositif nouveau, c'est que l'État, la région, le département, toutes les collectivités vont essayer de bâtir en commun un plan d'action et de définir de qui paye quoi. Et on sait que de la part du département, de la part de l'État et de la part de la région, sur les projets prioritaires en revitalisation, il y aura des subventions exceptionnelles. Donc, pourquoi nous présentons ce projet? C'est parce qu'il y a l'opportunité sur les mois et années à venir d'avoir peut-être des subventions qui vont au-delà des financements habituels pour essayer de faire émerger ici une rénovation complète qui n'a pas existé depuis 2 siècles. Puisque depuis la fin de la présence des moines dominicains dans ce lieu, mais il y a eu des rénovations au coup par coup, mais jamais un projet d'ensemble. Sachant que la médiathèque et l'Office du tourisme sont des compétences intercommunales, donc le but qui est le nôtre, c'est d'obtenir l'engagement de la communauté commune sur l'opportunité de le faire ici, et que le reste est de compétences communales. Et en tous les cas, la priorité d'action sur laquelle on s'était engagé, qui est confortée par cette étude, c'est de commencer par l'aménagement de la chapelle en salle de spectacle et de restauration. Il y aura un office traiteur, de toute façon, ce qu'on est là, une très grande salle, chauffée, isolée, qui puisse servir toute l'année, alors qu'aujourd'hui, elle ne sert que principalement l'été, parce que le reste du temps, effectivement, il y fait assez trop. C'est la question. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de souscription du patrimoine au niveau des Saint-Sévère? Écoutez, sur le musée, on a eu 20 000 € de la Fondation du Crédit Agricole. Donc le mécénat, on a eu un don de mémoire de 10 000 €. Voilà, tous les dons sont
on peut les prendre. Si elles sont affectées à des principes culturels, s'exonérer, je crois, à 66% ou 75%, c'est une bonne opération pour payer vos impôts. Trêve de plaisanterie, je trouve qu'on a des belles réalités à venir et des gros enjeux sur des édifices privés. Voilà, l'hôtel du Bourrouillan a lancé une souscription. Je sais qu'il est parvenu à la Fondation du patrimoine pour candidater à Stéphane Bern, au loto du patrimoine. Il y en a un chaque année par département. Nous avons aussi la maison Syntex, qui est un lieu en jeu. Je pense que sur un équipement public qui va être l'investissement prioritaire pour permettre à cette ville d'émerger, il faut qu'on y arrive entre équipement public ou partenaire, mécène privé de dimension. L'appel aux donateurs particuliers, je pense qu'il vaut mieux le réserver sur d'autres édifices de moindre ampleur, privés, pour soutenir une rénovation d'ensemble de la commune. Oui. Oui, bonjour, Jean-Claude Tessier. La cour centrale, on n'en a pas parlé, j'en ai pas entendu parler. Est-ce qu'elle est mise en valeur? De quelle façon? Est-ce que vous y avez prévu une utilisation? Vous parlez du cloître? Oui. Oui. Alors, la cour du cloître, j'ai peut-être pas été assez claire, mais effectivement, c'est la clé de voûte du bâtiment. Et l'idée, c'est que l'ensemble du... Non, elle est bien, c'est peut-être pour en parler. Que l'ensemble des aménagements extérieurs y amènent par la mise en place et la valorisation de la galerie traversante dans l'aile nord, et que tous les équipements puissent avoir une ouverture sur cet espace. L'idée, c'est que vraiment ce cloître soit perçu comme un espace de rencontre et d'échange, où chacun des équipements puisse venir proposer des événements, des expositions. Il pourrait servir pour la médiathèque de petits salons, on pourrait disposer des petits salons de lecture. Pour la halte jacquère, on peut remettre aussi peut-être cette diapositive. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait une ouverture sur ce cloître, sur l'ensemble du bâtiment. Voilà, cette image-là qu'on vous avait montrée en référence. J'ai un point important, le but est de le laisser tel, en fonction de passion. En gros, on ne restituera pas le cloître médiéval comme au cloître de la mairie, avec des parterres, des buis, un puits au milieu. Le grand intérêt que nous avons aujourd'hui, c'est que l'absence de murets, le fait que les galeries sont ouvertes sur le cloître à proprement dit, permet d'organiser variétas florales, expo artisanales, des concerts à la Belle Étoile à l'été, et donc d'avoir bien sûr, il faut l'améliorer esthétiquement. On y mettra peut-être des pavés au sol, des LED qui amélioreraient la mise en valeur de certains détails. La grande idée qu'a eu le cabinet, c'est de fermer par des vitrages qui pourraient s'ouvrir l'été, des galeries, au moins une, la traversante, pour l'hiver avoir un usage de ces galeries qui ont tendance à n'être intéressantes que l'été. C'est-à-dire qu'on puisse y être à l'abri, qu'on puisse à la fin d'un concert y prendre un verre, qu'il puisse y avoir un accrochage d'exposition sur ces murs à la fois en plein air mais fermés des intempéries. Voilà. Après, sur cette question-là, tout est ouvert. Ce qui s'est fait à Condom était aussi intéressant. La possibilité peut-être un jour de couvrir le cloître temporairement l'hiver, pour que ce soit un lieu, mais il y a tellement d'espace autour des Jacobins que déjà si on reconquérissait les galeries en les fermant, pour qu'elles puissent être utilisées l'hiver, on aurait un espace magnifique. J'espère qu'on a répondu à votre question. Si, bien sûr. La galerie traversante, elle symbolise vraiment cet accueil commun. En revanche, chaque équipement qui dispose d'une entrée au rez-de-chaussée conservera un accès particulier.
Et c'est justement tout l'intérêt de ce projet, c'est que il n'y a plus de façade morte, entre guillemets, mais chaque façade devient vivante. Et aujourd'hui, quand on est sur la place de la République, il n'y a pas d'entrée. Si vous regardez bien la façade, on voit le début d'une porte gothique qui est juste derrière ce mur-là. Et si on rentre par cette porte, l'avantage d'être élu, c'est qu'on a les clés, y compris les vieilles portes, mais vous êtes pile dans l'axe de cette galerie qui donne sur la galerie des Arts en face. Donc le but serait de retraiter avec un travail d'architecte, avec peut-être une composition moderne, de façon à ce que ce soit l'accessibilité handicapée, qu'il y ait des signaux architecturaux qui donnent envie d'y rentrer, mais d'avoir là le double entrée, à la fois côté ville, on l'a déjà aujourd'hui un peu avec la Galerie des Arts, qui est ouverte l'été, mais d'avoir aussi côté place du Tour du Sol, place de la République, pour que sur cette grande façade qui est à l'arrière, ça soit véritablement un lieu où on a envie de rentrer pour aller à la médiathèque, pour aller au spectacle, pour aller aux différents usages qui pourront se faire ici. Et après chaque équipement, on aura des entrées complémentaires, il y aura des entrées techniques. Et ce qui est intéressant avec quand vous êtes sur la chapelle, il n'y a plus le mur côté rue qui est à l'origine, et si vous regardez les cartes anciennes, sur Google, à l'origine il n'y avait même pas côté. L'église avait 2 nefs. Elle avait 2 allées principales. Et donc elle était ouverte sur une construction. En remettant une construction tout le long, côté rue Maras, et donc au nord de cet édifice, là, on pourrait nicher là aussi une entrée spécifique pour que si un week-end il y a une exposition dans le cloître et qu'en parallèle les jabotiers veulent faire un repas dans la chapelle, et bien on puisse faire le repas dans la chapelle puisqu'elle aura sa propre entrée avec son propre vestiaire, avec ses propres desserts techniques, et en même temps une exposition ici de photos qui mobilise les espaces intérieurs et le cloître. Contrairement à aujourd'hui, on est forcément obligé de rentrer dans le cloître pour aller à la chapelle. Demain, tous les lieux auront à la fois une communication avec le cloître et une entrée spécifique. Quand on fait une exposition dans la chapelle, dans l'église, l'accès, la grande porte qui donne sur la rue du label Maras, c'est la rue derrière. Non, la grande porte qui donne sur l'ancien salon de notre ami Anna Lassalle, qui aujourd'hui est ouverte aux 80 ans. Oui, voilà. Ça sert beaucoup pour accéder quand même à la chapelle. C'est l'unique entrée, mais cette porte-là, c'est une porte majestueuse, c'est pas une porte du quotidien. Et donc il y aurait une entrée par un bâtiment construit à neuf, qui serait sur la gauche lorsque vous avez cette porte en face de vous. Bonsoir, monsieur le maire. Je voudrais savoir comment vous allez traiter l'escalier magistral qui est derrière le mur sur lequel vous êtes. Alors là, je vais passer la main à l'architecte. Je veux bien que vous leviez la main parce que je ne vous ai pas vu. Ah, merci. Merci. Effectivement, cet escalier 18e nous a beaucoup intéressés. Donc l'idée, c'est évidemment de le conserver, de le réhabiliter et de l'intégrer à l'accès à l'étage où va se déployer la médiathèque. Donc il serait intégré vraiment dans l'accès à la médiathèque. Pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans les étages, au-dessus de cette pièce, vous avez l'ancien dortoir, qui avait une grande voûte au milieu qui traverse toute la pièce sur donc, les mètres et les mètres de long, et qui a cette très belle entrée par cet escalier qui ressemble un peu à celui de la mairie, et qui est très beau, qui effectivement aujourd'hui est plutôt d'arrière ou un débarras que l'entrée majestueuse. Et après, tout peut être étudié, on pourrait aussi l'utiliser pour rentrer dans le musée. Mais il y aura un projet d'architecte qui viendra définir tout ça en détail. Il pourrait être par exemple intéressant d'avoir une entrée commune musée ou médiathèque pour mutualiser les fonctions d'accueil. Oui, je voudrais simplement profiter le micro est passé devant moi pour vous dire c'est un projet magnifique que vous avez là. Et quand il sera réalisé, vous aurez le plus bel ensemble culturel et historique de tout le département. Il n'existe pas de projet tel, ni à Mont-de-Marsan, ni à Dax, ni à Aix-sur-Adour,
vous aurez le plus beau projet et vous redeviendrez une ville phare. Bravo. Saint-Sever a eu un port, mais je n'ai pas vu dans les cartes de phare. Ça serait une première. Oui, Pascal. Pascal Gagné. Vous parliez tout à l'heure de l'accès à la future médiathèque, actuellement, et auparavant, le projet déjà établi d'ascenseur pour le service du musée. Il me semble qu'une telle médiathèque en étage, de cette manière, c'est difficile de l'envisager sans un ascenseur. Y aura-t-il un seul équipement, sachant toutes les difficultés que présente le bâtiment pour établir un ascenseur, ou y aura-t-il un deuxième ascenseur? Alors, on peut remettre le plan précédent, s'il vous plaît. Les ascenseurs, ce sont ces petits carrés avec une croix dedans, donc on en a vraiment un à chaque extrémité. On en a positionné 2, et il serait complété par un monte-charge qui est déjà existant sur le bâtiment, qui permettrait de desservir les greniers où seraient installés les réservoirs. Donc on aurait en tout état de cause une accessibilité complète du bâtiment, et on intègre bien sûr dans notre proposition la nécessité de pouvoir monter les ouvrages dans les salles de lecture et de consultation. Un point important, la lecture publique est une compétence qui est mal connue des gens. Une salle de spectacle, et les gens ont à peu près l'idée ce que c'est. Une médiathèque, on a encore les 3/4 donc j'exagère, au moins les 2 tiers de la population qui ne vont jamais à la médiathèque. On n'a que 1500 inscrits à la médiathèque sur la médiathèque de Saint-Sever. L'avantage de mettre la médiathèque dans un lieu qui est fréquenté comme celui-ci, c'est d'essayer de toucher des publics qu'on ne touche pas aujourd'hui. Et que quelqu'un puisse prendre un livre et aller le lire dans la galerie en bas, dans un fauteuil confortable. De pouvoir se poser. Que la médiathèque soit plus simplement un lieu d'échange, un lieu de stockage, un lieu où je viens chercher et remettre les livres, mais un lieu où on puisse consommer la lecture, où on puisse consommer des outils numériques aussi, dans un cadre agréable, qui soit favorable au repos, à la méditation. Mais on a envie de lire un livre dans une chaise longue, à l'ombre l'été. Imaginez ce que pourrait être une médiathèque ici au Jacobin, où à l'ombre des voûtes, on pourrait se poser. Voilà. Et en ce sens, les études qui ont été faites prouvent que lorsqu'on fait un geste architectural dans une médiathèque, lorsqu'on ne se contente pas de faire une boîte à chaussures qu'on a posée là, parce que c'est le moins cher possible, on a au final plus de fréquentation. Et nous, c'est ce qu'on veut. On ne fait pas une médiathèque aussi en fouille. On fait une médiathèque pour qu'il y ait un maximum de gens qui en bénéficient. Et dans les publics prioritaires, si vous mettez la médiathèque ici, vous avez l'école du parc à moins de 5 minutes à pied. Vous avez le collège et l'école primaire de Sainte-Thérèse qui comptent. Et demain, puisqu'on est en train d'acheter Crabos, on va faire la traversée par l'ancienne manufacture Crabos jusqu'au collège. Le collège est à moins de 5 minutes à pied des Jacobins. Puisque quand vous êtes au collège, vous traversez, vous arrivez à la poste, vous prenez la rue du Rieu, vous êtes ici. Et moi, ce que je veux, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants, quel que soit leur milieu, puissent avoir l'accès à la culture, l'accès à tous les livres, l'accès à des DVD gratuits, à des téléchargements gratuits. Si on met de l'argent dans une médiathèque, c'est pas seulement pour dire qu'on le fait, c'est pour cet objet culturel, cette politique culturelle qui permettra de toucher un maximum de personnes. Et pareil pour les aînés. On a la chance d'avoir à Saint-Sever l'hôpital principalement gériatrique, en hypercentre. Partout on les a fait en périphérie, on l'a toujours ici. Il y a là plus de 100 personnes âgées qui vivent, et le fait d'avoir la médiathèque compte permettrait de mettre en place des partenariats évidents pour que si vous êtes en long séjour à l'hôpital, on puisse vous prêter des livres, vous puissiez continuer à essayer de profiter de l'installation d'une médiathèque à vos portes pour avoir des prestations que vous n'avez pas aujourd'hui. Oui, numéro 7. Comment on va essayer
Mais c'est une bonne question. Il fallait une question compliquée. Jusque-là, ça roulait. Premier point. Écoutez-moi, vous savez, nous on est de passage. Quelle est la mission qu'on a reçue avec Jacques, avec Claire, avec Johan, avec les autres élus qui sont ici présents? C'est de vous défendre et de porter les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc, moi j'ai une question à vous poser très simple. Ce projet des pôles culturels des Jacobins, avec tout ce qu'on pourrait mettre dedans, vous en avez envie, oui ou non? Oui. Mais je ne vous ai pas entendu, vous en avez envie, oui ou non? Écoutez, si vous en avez envie, on se battra comme des lions pour l'obtenir. Vous savez, des combats, on en a mené. Les dentistes, lorsqu'on leur a dit on va préempter le terrain avenue du Pur-Sang, ça a été chaud dans la ville. Il y avait plusieurs à nous dire, mais vous êtes sérieux? Et au final, parce qu'on était convaincus qu'ils pouvaient trouver leur avenir dans le centre-ville, et que la centaine de rendez-vous tous les jours qu'il y a là, c'est autant de passages pour les commerces alentours du centre, on a fini par trouver une solution. On a présenté ce projet de pôle culturel au service de l'État. Ils sont tous enthousiastes. Ils nous disent, ne lâchez pas, c'est là qu'il nous faut. Il correspond aux priorités publiques. Lorsqu'a été signée la convention Petite Ville de demain le 21 mai, en présence de la préfète, Pascal Jacquelin s'est engagée à rapatrier Médiathèque en cœur de ville. Elle a signé le document. Donc écoutez, moi je ne suis pas là pour polémiquer, tout le monde peut avoir un mauvais moment, mais il n'y a jamais trop tard pour se ressaisir, on ne lâchera pas sur ce sujet. Ah oui. Je voulais avoir des précisions par rapport à la salle de spectacle, par rapport à l'acoustique, parce que c'est une salle très haute. Comment vous avez prévu ça? Bon, je pense que c'est assez simple. Mais par rapport au plafond. Oui, alors quand on a commencé notre diagnostic, on a pu avoir la consultation d'une étude qui avait été déjà menée il y a quelques années sur la salle en l'état et qui est très bonne. L'acoustique de la salle est particulièrement bonne en l'état. Il conviendra bien sûr, avant d'aménager un espace de diffusion culturelle, de lancer le projet, de sélectionner un architecte et bien sûr la commune sera attentive au fait que l'équipe de maître d'œuvre soit constituée d'un acousticien qui veillera à la qualité acoustique de ce lieu. L'ambition de cet espace, c'est vraiment d'être un espace dédié. On pourrait conserver aujourd'hui une modularité de l'espace et une polyvalence. Le choix qui est proposé, en tout cas dans cette étude qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment d'avoir un espace dédié avec une acoustique qui sera le fruit d'un travail assidu, afin de pouvoir proposer une programmation, j'ai envie de dire sérieuse, mais c'est pas trop le terme qu'on a envie d'associer à programmation culturelle, en tout cas de qualité. C'est l'occasion pour moi je voudrais ici saluer le travail qui a été mené à l'époque par Jean-Claude Brett, les élus de l'époque. Je parle des années 97, 98, 1999, 2000, puisque les études acoustiques avaient été menées à l'époque et il y avait un projet de salle de spectacle qui était prévu dans cette salle, qui était financée d'ailleurs à 80% à l'époque. Et vous savez, l'histoire s'arrête là. Il était aussi prévu à l'époque que la médiathèque se fasse au-dessus de cette salle capitulaire. Vous savez, les bonnes idées, elles finissent toujours par émerger. Et donc, effectivement, les études acoustiques ont été menées.
L'acoustique est bonne, pour autant il y aura bien entendu tout le système régie lumière, de façon à doter rideaux, ainsi de suite. Cette salle, une vraie salle, on a bien vu samedi pour le concert de l'harmonie, cette salle était trop petite. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'accroissement du nombre de musiciens, que ce soit à l'école de musique ou au sein de l'harmonie, la qualité des spectacles, fait qu'il y a un public grandissant. Le but de cette salle de spectacle, c'est à la fois de pouvoir accueillir des spectacles qui n'existent pas aujourd'hui sur Saint-Sevé, parce qu'on n'a pas l'équipement. Et si vous avez 500 places, il y a peut-être des artistes qui pourraient venir, qui aujourd'hui ne peuvent pas venir parce qu'on n'a pas l'équipement. Et deuxièmement, de l'offrir avec les moyens techniques dédiés à tout le tissu associatif pour leur permettre une meilleure expression de leur activité et de les aider à grandir. Voilà, on a autour de nous des exemples, que ce soit un Luberon ou un Ponton, ce qui existe au fond. Et là, on aurait une jauge de entre 400 et 500 personnes, ce qui serait déjà... je nous souhaite qu'elle soit trop petite. Oui, Francis? Oui, bonsoir. Avant de mener donc des travaux dans cette église, qui n'est pas une chapelle d'ailleurs, est-ce que vous avez imaginé faire des sondages de façon à retrouver un petit peu la qualité des peintures murales qui se cachent derrière les enduits, à l'image de ce que vous voyez ici actuellement dans le réfectoire? Parce que, bon, avant, lorsqu'il y a eu un badigeon de Lefebvre, donc il y a 3 ou 4 ans, il n'avait pas été possible de faire des sondages, ce qui est dommage. Et je pense que si vous faites des travaux sans faire de sondage, je pense que dans 100 ans, on ne saura jamais quelle est la qualité des peintures murales qui se cachent derrière ces enduits. Merci. Alors, l'ensemble des Jacobins est classé au monument historique. Ça veut dire que n'importe quelle déclaration de travaux va être soumise à des études préalables, notamment un diagnostic architectural très précis qui sera mené par un architecte du patrimoine, accompagné d'historiens qui vont faire un relevé et un inventaire très précis du bâtiment. Il s'avère également qu'on est en secteur sauvegardé, donc les autorisations de travaux seront aussi soumises à des études archéologiques préalables. Donc tout ça est dans la logique d'un territoire qui a cette sensibilité et cette grande valeur patrimoniale. Voilà, on a budgété cette année le lancement des études, notamment patrimoniales et structurelles sur le lieu, pour qu'on identifie au plus près la nature des travaux qui sont réalisés. Et le but, c'est de rendre sa majesté à ce lieu sous ces terres cuites. Il y a une salle montée, elle n'est plus utilisable aujourd'hui. On a parlé de la chaire de là. On veut rendre à ce lieu sa majesté, au-delà de lui amener plus de fonctionnalité, bien sûr. Y a-t-il une dernière question? Donc, nous prions les uns et les autres chez nous. Ben, écoutez, il n'y a plus qu'à. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on pourra continuer à faire des repas ici. Qu'on pourra continuer à s'y retrouver pour la vie Saint-Séverine, par les tasques expo-artisanales la semaine d'origine, que le but est de rajouter une salle de spectacle qui n'existe pas aujourd'hui à Saint-Séverine, d'offrir des lieux d'exposition totalement adaptés d'exposition en termes de sécurité, de gardiennage, pour au fond aller plus loin et l'idée du phare de l'équipement culturel. Moi je crois à la complémentarité des villes. Je n'aime pas l'affrontement Saint-Sevé à Gelmont. Gelmont a des outils sportifs que Saint-Sevé n'aura jamais. Ils ont une piscine couverte, ils ont une piste d'athlétisme, ils ont un golf. Et c'est une chance pour notre territoire. Et ça bénéficie à tout le territoire. Saint-Sevé, par son patrimoine, par le dynamisme des associations locales, a naturellement une vocation culturelle. Et cette dynamique culturelle, on veut la renforcer, cette dynamique événementielle, on veut la booster en offrant ici un écrin à tout cela.
Et je crois que pour que ce territoire de Genève-sur-Sang aille de l'avant, il faut qu'il marche sur deux jambes équilibrées. Saint-Sevé avec ses atouts, Ajanois avec ses atouts, mais Saint-Sevé aussi avec ses atouts. Et donc comptez sur nous pour défendre Saint-Sevé, et ça profitera à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.